c'est un coup d'État qui a été préparé, organisé, soutenu politiquement, financièrement, parce que moi, je me trouvais à Brazzaville le 5 juin 1997. J'étais en plein centre-ville, en train de prendre mon petit déjeuner avec des amis français. J'ai vu de mes propres yeux passer 2 véhicules de l'armée française. Et dans les véhicules, il y avait des militaires qui étaient armés. Pas avec des machettes, pas avec des MAS 36, mais avec des armes sophistiquées. Ils sont passés devant nous pour aller vers Mpila. À leur retour, ils n'avaient plus d'armes. Je dis bien, à leur retour, ils n'avaient plus d'armes. Et j'ai pu, de mes propres yeux, voir les militaires français, tchadiens, libyens, cubains, les F-phases de Mobutu. Les ex-phases de l'ex-Zaïre devenu de RDC. l'ex-Zaïre, des Rwandais, des Libyens. Et c'est là, docteur, où je disais finalement comment est-ce que la presse française est arrivée finalement à occulter cette vérité. Parce que lorsque vous citez les Libyens, les Tchadiens, vous citez les Rwandais, les ex-phases, l'Angola était là, beaucoup d'armées étrangères sont venues soutenir le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, vous avez dit, organisé, financé militairement, politiquement et financièrement par la France. La vérité, c'est ça. Comment est-ce que les médias français sont arrivés à ce niveau-là, au point d'occulter toute la vérité et parler d'une guerre civile? Comment parler d'une guerre civile là où il y a des armées étrangères qui ont envahi tout un pays pour venir soutenir un monsieur qui était, soit dit en passant, à l'opposition, contre un pouvoir légalement établi, un président démocratiquement élu? C'est un secret de polichinelle. Après le coup d'État du 5 juin 1997, à l'époque, M. Chirac, président de la France, a bien reconnu au cours d'un voyage en Angola que c'est la France qui a soutenu le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso contre un pouvoir légalement établi. Légalement établi et surtout après la conférence nationale qui fait date dans notre pays. Est-ce que vous êtes en train de vouloir dire, docteur, que finalement, même s'ils ont mis ces accords en œuvre, puisque c'est ce qu'on a entendu, hein, les expériences ont commencé, les zones ont été identifiées et cédées, on a parlé de 980 km², est-ce que vous êtes en train de nous dire que malgré cela, les Congolais ont le dernier mot? C'est ça? Malgré la peur qui est en train de ralentir le mouvement de résistance à l'intérieur du pays, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit au centre du pays, les Congolais aujourd'hui savent maintenant ce que ces accords veulent dire. L'extinction dans les 50 prochaines années du Congo. Bonjour, docteur Alexandre Ibakanzabana. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, docteur, d'être avec nous sur TELAR TV R7. Vous êtes militant des droits humains et de la démocratie, président
du mouvement M22 et membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Le CRC qui organise d'ailleurs le 4 mai prochain une conférence débat à Rouen en France sur les crimes humains, crimes de masse, crimes économiques et crimes financiers au Congo-Brazzaville. Notre échange portera aussi sur l'actualité socio-économique et sécuritaire du Congo. Ensuite, nous reviendrons sur les accords illégaux de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda qui constituent finalement une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville. Voilà pour ce qui va caractériser les 45 voire 60 minutes où nous serons ensemble. Commençons donc par l'organisation de la conférence débat le 4 mai prochain à Rouen en France sur les crimes humains, crimes de masse, crimes économiques et crimes financiers au Congo-Brazzaville. C'est quoi l'objectif? Et si vous pouvez nous rappeler quelques-uns de ces crimes. Merci bien de me recevoir sur votre chaîne. Je vous en prie. L'objectif de la conférence débat qui sera organisée le 4 mai 2024 à Rouen est de casser le blocus qu'il y a au niveau des informations réelles sur le Congo-Brazzaville. C'est à la suite du débat que nous avons organisé en tant que CRC à l'Assemblée nationale française, devant l'étonnement des élus qui semblaient dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et ils nous ont demandé de porter le message au niveau des principales villes de France afin que non seulement les élus, mais les citoyens français, africains qui vivent en France puissent être informés de la réalité qui se passe au Congo-Brazzaville. Et vous pensez réellement qu'ils ne sont pas informés? Il y a ce blackout médiatique, s'il faut l'appeler comme ça. Et comment expliquer ça alors qu'il y a des révélations qui sont faites parfois à travers les médias français, nous suivons ça tout le temps? Comment est-ce que les élus peuvent penser qu'ils ne sont pas informés? Le problème, il est politique. Ah voilà, là je comprends. On ne peut pas ne pas se mettre à la place des dirigeants français. De Gaulle l'avait bien dit, qu'un pays n'a pas d'amis. Un pays a des intérêts à défendre. Et ceux qui sont informés de la situation de la France-Afrique savent très bien que la France, en tant qu'État, a des grands intérêts en Afrique francophone. Donc, les médias d'État font tout de leur mieux pour ne pas véhiculer la réalité des faits qui se passent non seulement au Congo-Brazzaville, mais en Afrique, afin que les citoyens français ne soient pas informés exactement de ce qui se passe. Et c'est la question qu'on se posait, pourquoi est-ce que ces intérêts sont-ils incompatibles au respect du droit de l'homme et pourquoi est-ce que la France n'informe pas les Français sur ce qu'elle appelle souvent par intérêt français en Afrique? Est-ce que ces questions sont aussi abordées au cours de cette conférence? C'est l'objectif que poursuit le Congrès pour la Renaissance du Congo. Nous disons bien
congrès pour la renaissance du Congo-Brazzaville. C'est porter le message aux citoyens français qui s'étonnent de voir arriver en France beaucoup de ressortissants des pays de l'ancienne Afrique francophone. C'est un secret de polichinelle. Après le coup d'État du 5 juin 1997, à l'époque, M. Chirac, président de la France, a bien reconnu au cours d'un voyage en Angola que c'est la France qui a soutenu le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso contre un pouvoir légalement établi. Légalement établi et surtout après la conférence nationale qui fait date dans notre pays. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. En 2015, lorsque s'est posé le problème du changement ou non de la Constitution du 2 janvier 2002, Monsieur Hollande, président de la France, s'est immiscé dans un problème qui ne concernait pas l'État français, en appuyant M. Sassou que le référendum était dans une voie de légalité. Or, nous savons comment est-ce que se passent les élections en Afrique. Tout est pipé d'avance. Donc, c'est cette ingérence, je fais bien la différence, de l'État français et non du peuple français dans les affaires intérieures de l'Afrique et dans le cas présent du Congo-Brazzaville. Et cette dynamique de soutien aux dictatures africaines s'est prolongée jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où il y a des violations flagrantes des droits humains, des crimes, des détournements de fonds publics, et c'est avec l'argent détourné que le pouvoir de Brazzaville arrive à acheter autant d'armes pour un pays qui n'est en guerre contre aucun de ses voisins. Depuis 1997, 500 tonnes d'armes ont été achetées en Azerbaïdjan et nous ne savons pas où sont ces armes, puisque les corps officiels de l'armée n'ont pas cette dotation
Oui, de pendant que vous 500 parlez, tonnes d'armes. pardon, docteur Alexandre, pendant que vous parlez de la dotation de l'armée en armes, vous me rappelez évidemment une opération, et ça, j'ai assisté moi-même à un moment donné, j'étais encore au Congo-Brazzaville, j'ai vu comment on a vidé évidemment les casernes. On est venu chercher toutes les armes, notamment à Pointe-Noire et à Brazzaville aussi, pour les amener vers le nord du Congo. Et je crois probablement qu'ils sont allés stocker le tout dans un camp qu'ils appellent. Il y a un camp de formation au niveau, disons, au nord du pays. Oui, le camp Chambitio. Je crois que c'est là-bas qu'ils ont amené ça. Et on se disait que c'était pour un moment et qu'ils devaient restituer les armes parce qu'un camp militaire ne peut pas rester comme ça, sans armes. Mais après, quand nous avons essayé de mener quelques enquêtes, évidemment, les militaires congolais, les soldats congolais nous ont dit non. Il y a une bonne partie des soldats congolais, des militaires congolais, d'une partie du pays qui sont désormais interdits de porter les armes. Donc, dans l'armée congolaise, il y a des soldats qui, enfin, issus de certaines ethnies, il faut le dire comme ça, ou de certains départements qui n'ont plus le droit de porter les armes. Oui, c'est une réalité parce que depuis le coup d'État du 5 juin 1997, les corps qui constituent les forces armées congolaises ne font plus de manœuvres militaires. Ils ne vont même pas au champ de tir puisqu'ils n'ont pas d'armes. Le seul corps qui est armé à outrance, c'est la garde présidentielle. Et dans cette garde présidentielle, il n'y a pas que seulement des militaires congolais. Dans la grande majorité, originaires des tribus du Nord, et en particulier des Moshi. Lorsqu'on voit au niveau de la hiérarchie militaire, la plupart des officiers généraux, des officiers, ils sont tous issus de la même région que le chef de l'État. Ce qui veut dire que notre armée, au jour d'aujourd'hui, est incapable de pouvoir faire face si le pays est agressé. Parce que... Alors, c'est ce qui, pardon de vous couper comme ça, parce que finalement, pendant que vous parlez de ces généraux, des officiers supérieurs de l'armée qui appartiendraient à un seul clan, bien entendu, et tout le monde le sait, au Congo-Brazzaville, c'est un secret de polichinelle. Mais le constat qu'on a également fait, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Ouesso. Lors des troubles à Ouesso, on a envoyé une unité pour aller remettre de l'ordre. Et évidemment, là aussi, on a constaté que finalement, c'est la garde présidentielle qui est allée pour remettre l'ordre. Il y a eu un autre événement lorsque les élèves ont profané le drapeau congolais. À la reprise des cours, on a vu la garde présidentielle assurer la sécurité de l'école 5 février. Donc cela veut dire que finalement, l'armée congolaise a été, j'allais dire, convertie en une milice qu'on appellerait, je dirais, faussement garde présidentielle, qui n'est finalement plus une garde présidentielle, mais c'est une milice de Sassou Nguesso, et c'est cette milice qui détient les armes au Congo-Brazzaville. Affirmatif, c'est une réalité dans notre pays. Et je crois que les Congolais sont suffisamment adultes aujourd'hui pour comprendre le vice qu'il y a en ce pouvoir dictatorial. C'est pour faire peur aux populations. L'histoire du Congo est une histoire faite de violence.
en même temps de résistance depuis l'arrivée sur le sol congolais des colonialistes français. Nous nous rappellerons toujours en mémoire les héros comme Mabiala Manganga, comme Ndende, comme Fouébé, qui sont dans la mémoire collective de la résistance dans notre pays. Il y a eu également les Matsua dont on ne parle plus au Congo-Brazzaville. Ils sont nombreux comme ça. Alors, mais tout à l'heure, vous disiez que la conférence débat que vous allez organiser à Rouen le 4 mai prochain, c'est pour informer le public, notamment l'opinion publique. C'est ce que j'ai cru comprendre en France, pour que finalement les Français se rendent compte de ce qui se passe ou ce que leur élite politique fait en Afrique. Et la question qu'on se posait, on a tous suivi ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Vous avez même rappelé les événements de octobre 2015, lorsque Denis Sassou Nguesso a violé la constitution du 20 janvier 2002 pour imposer une autre, la toute nouvelle, l'actuelle d'ailleurs, au prix du sang. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais bien avant cela, il y a eu des crimes de masse. L'histoire, aujourd'hui, je sais que c'est une affaire qui pend encore au niveau de la justice française, les disparus du beach, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais avant les disparus du beach, il y a eu tout un nettoyage, j'allais dire, une expédition militaire punitive dans le pôle, il y a eu des massacres. De 2016 à 2018, il y a eu également un génocide dans le pôle. Et les Congolais s'étonnent que pendant ces événements tragiques, que les médias français n'aient pas fait écho, finalement, de ces événements. Et c'est passé comme ça. Il y a eu comme un blackout médiatique. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir quels sont donc les quelques crimes que vous voulez présenter, en fait, on voulait informer le public français. Est-ce que ces éléments-là sont pris en compte? Les crimes de masse, crimes de guerre, génocide, voilà, assassinat politique, ça aussi, il y en a eu. Et je disais tantôt que l'histoire du Congo-Brazzaville est une histoire faite de violence. Et il y a beaucoup de contentieux historiques. Ça ne se passe pas seulement à partir du retour de M. Sassou au pouvoir après son coup d'État contre le président Pascal Lissouba. Les violences débutent en dehors des résistances contre la colonisation. Il y a eu d'abord le contentieux historique de 1959, où il y a eu des carnages à Brazzaville et Pointe-Noire. Et c'est l'armée française qui était stationnée en République centrafricaine qui est venue rétablir, entre guillemets, l'ordre. Après 1959, il y a eu comme crime de masse lors du coup d'État de Kinganga en mars 1970. Et après, il y a eu des crimes de masse à l'encontre des dirigeants du maquis de Gomatete, où Jawara, Ikoko, Oluka, Bakekolo ont été assassinés sans aucun procès. Il y a eu après les assassinats liés à la mort du président Marien Ngouabi,
Massamba Deba et le cardinal Émile Biayenda. Là où on a fait véhiculer l'intox que Bakongo, Babomi, Marien. Après, il y a eu aussi les crimes de masse à Ikongono, à Owando. Avec capitaine la Pierre Anga. Du capitaine Pierre Anga. Et nous rentrons, après la conférence nationale, non seulement la guerre de 93 et la guerre de 97, l'affaire des disparus du Beach. Oui, mais si on s'arrêtait un instant, pardon, docteur Ibakazabana, si on s'arrêtait un instant au coup d'État de juin 1997, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Je ne sais pas si vous prendrez aussi le soin d'expliquer cela à l'opinion publique française, que finalement, ce coup d'État a été très mal présenté au public, aux téléspectateurs, aux Congolais, aux Français, parce que généralement, les médias français parlent d'une guerre civile. Le coup d'État du 5 juin n'a jamais été une guerre civile. C'est un coup d'État militaire qui avait été bien préparé et c'est documenté aujourd'hui, les éléments existent. Ce coup d'État, vous l'avez même rappelé, avait été soutenu par l'ancien président français Jacques Chirac qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir au Congo-Brazzaville par les armes. Et est-ce que ce sera aussi l'occasion d'expliquer à cette opinion publique française que ce fut un coup d'État militaire et l'homme qu'on avait réinstallé au pouvoir par les armes, il demeure par coup d'État permanent. C'est l'occasion d'expliquer ça aux gens. Pour qu'on ne continue pas à dire il y a eu guerre civile, il y a eu... et généralement, c'est ce que les gens disent. Il n'y a jamais eu guerre civile au Congo-Brazzaville. C'est plutôt le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso qui a fait beaucoup de victimes. On parle de plus de 400 000 victimes. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un spécialiste des renseignements, Éric Dessenet, qui le dit. Oui, mais vous avez raison, monsieur Christian Perrin. C'est un coup d'État qui a été préparé, organisé, soutenu politiquement, financièrement, parce que moi, je me trouvais à Brazzaville le 5 juin 1997. J'étais en plein centre-ville, en train de prendre mon petit déjeuner avec des amis français. J'ai vu de mes propres yeux passer 2 véhicules de l'armée française. Et dans les véhicules, il y avait des militaires qui étaient armés. Pas avec des machettes, pas avec des MAS 36, mais avec des armes sophistiquées. Ils sont passés devant nous pour aller vers Mpila. À leur retour, ils n'avaient plus d'armes. Je dis bien, à leur retour, ils n'avaient plus d'armes. Et j'ai pu, de mes propres yeux, voir les militaires français, tchadiens, libyens, cubains, les F-phases de Mobutu. Les ex-phases de l'ex-Zaïre devenu de RDC. l'ex-Zaïre, des Rwandais, des Libyens. Et c'est là, docteur, où je disais finalement comment est-ce que la presse française est arrivée finalement à occulter cette vérité. Parce que lorsque vous citez les Libyens, les Tchadiens, vous citez les Rwandais, les ex-phases, l'Angola était là, beaucoup d'armées étrangères sont venues soutenir le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, vous avez dit, organisé, financé militairement, politiquement et financièrement par la France. La vérité, c'est ça. Comment est-ce que les médias français sont arrivés à ce niveau-là au point d'occulter toute la vérité et parler d'une guerre civile? Comment parler d'une guerre civile là où il y a des armées étrangères qui ont envahi tout un pays pour venir soutenir un monsieur qui était
soit dit en passant, à l'opposition, contre un pouvoir légalement établi, un président démocratiquement élu. Mais oui, mais c'est pour corroborer que ce n'était pas une guerre civile. C'était un envahissement des forces étrangères qui soutenaient M. Denis Sassou Nguesso dans son coup d'État contre un pouvoir légitime et démocratiquement élu. Pourquoi les chaînes françaises diffusaient plus les informations qui se passaient au Rwanda, à l'est de la RDC, mais pas au Congo-Brazzaville? Mais finalement, c'est le constat que tout le monde a fait. On ne parle que rarement du Congo-Brazzaville, même lorsqu'on cite les dictateurs. Et très curieusement, Denis Sassou Nguesso passe entre les mailles. On n'a jamais compris ça, alors que c'est un monsieur qui a génocidé, qui massacre les Congolais tout le temps, qui utilise sa milice contre des civils, donc qui marche sur, voilà, qui impose un certain nombre de choses par les armes et qui s'y maintient d'ailleurs, comme je l'ai dit, par coup d'État permanent, en violant les constitutions. Le monsieur est là depuis 1997 et là, probablement qu'il va encore rempiler. Et ça n'intéresse pas la presse française. Et c'est ce qui est curieux. On parle des dictateurs, on nous cite Poutine, on nous parle des autres dictateurs. Oui, on parle du Coréen, le Nord-Coréen, mais ils ne sont pas moins que Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, lui, il tire même sur sa population. Et lui, on peut le recevoir sur les tapis rouges, à l'Élysée. Mais oui, monsieur Christian Perret, on peut tromper une partie d'un peuple, une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Ceux qui croyaient à la mutation démocratique de M. Sassou, je pense qu'ils s'en sont pris à leur propre inconscience. Puisque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est mis sur la place publique pour ceux qui veulent connaître. Et lorsque, je répète, nous étions à l'Assemblée nationale française, je leur ai dit que vous ne pouvez pas nous dire que vous n'étiez pas au courant. Oui, et donc, ils ne pourront pas dire qu'ils étaient... Ce sont les intérêts de la France qui priment par rapport au massacre des Congolais, par rapport à la misère des Congolais. Tant que les mallettes, les valises pleines arrivent en Europe et le blackout, il se fait obligatoire. Oui, mais évidemment, il faut peut-être, je crois que ce sera aussi l'occasion d'informer le public français. Attention, c'est comme l'histoire de cette fourmi qui s'agrippe sur du miel jusqu'à en mourir. Parce que s'ils ne prennent pas, évidemment, les précautions, s'ils ne peuvent pas changer leur politique, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, le monde est devenu un petit village interconnecté où tout ce qui se fait est su à la seconde près et tout le monde est au courant. Après ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, il ne faudrait pas que la France se leurre parce que les Africains, au niveau de l'Afrique centrale, regardent eux aussi en train de réfléchir. Et c'est l'occasion d'attirer évidemment l'attention de ce public français pour qu'ils disent à l'élite politique qu'attention, là-bas aussi les gens vous regardent. C'est l'occasion d'informer ce monde pour dire attention, si on continue avec cette politique, ben c'est sûr et certain qu'au niveau de l'Afrique centrale, les gens vont se comporter comme en Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas? Parce que les peuples, comme on le dit, ont le droit de s'autodéterminer.
Et tout le monde sait comment ça se passe. En fait, voilà, nous étions donc sur le premier volet et je posais la question de savoir de quoi vous allez parler. Tout à l'heure, on a pris un peu du temps. Évidemment, c'était nécessaire de rappeler ces événements, de rappeler ces crimes qui sont occultés par l'Élysée, il faut le dire, la vérité c'est ça, occultés par les médias français. Et on suit les reportages. Quand vous lisez les reportages de ces médias, vous comprenez très bien que ben voilà, c'est fait exprès pour essayer un peu de distraire l'opinion publique. Mais il y a aussi des crimes économiques et financiers. Au Congo-Brazzaville, on parle de 14 000 milliards du Fonds de garantie des générations futures qui ont disparu comme ça, dans la nature. Et quelqu'un me posait d'ailleurs la question, mais comment tout cet argent, 14 000 milliards, c'est quand même 5 ans de budget congolais, ou 7 ans. Comment tout cet argent a pu disparaître lorsqu'on sait que ben voilà, celui qui garantit la conversibilité du franc CFA, de l'argent congolais, c'est la Banque de France. Est-ce que cet argent peut disparaître comme ça, tout cet argent peut disparaître sans que la France ne soit au courant? Mais M. Christian Perret, 14 000 milliards, ce n'est pas 100 000 francs CFA. Donc, et les banques françaises, et les banques au niveau des paradis fiscaux, et au niveau de la Chine, il y a la traçabilité. Ces 14 000 milliards ne se sont pas évaporés. Ces 14 000 milliards sont bien entassés quelque part pour le lendemain. C'est avec cet argent qu'on équipe, qu'on arme, qu'on achète tout le matériel militaire pour une prochaine hécatombe dans notre pays. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire qu'ils ont amassé tout cet argent, ils sont allés garder pour qu'au cas où, par exemple, ils sont plus au pouvoir, ils pourront se servir de cet argent pour refaire un coup d'État et revenir au pouvoir. Mais je pense que les Congolais ne leur laisseront pas faire. On ne gagne pas tous les temps, c'est quelqu'un qui le disait. Vous avez tout dit. Parce que il y a deux voies à suivre. Ou on est patriote, ou on ne l'est pas. Et quand on est patriote, on ne s'enrichit pas avec l'argent du trésor public. Et je pense que c'est le président Gbagbo qui l'avait dit. Lorsqu'on veut être riche, on ne fait pas la politique. On va faire les affaires, on fait du business. Et je ne pense pas, nous sommes tous des Congolais, nous nous connaissons les familles, et j'approche les 80 ans, je ne connais pas, en dehors de M. Ntietier, en dehors de M. Ebina, le grand-père, que les Congolais reconnaissent avoir été des hommes d'affaires. Mais tous ceux qui sont devenus multimilliardaires aujourd'hui au Congo, leur parcours est assez mitigé par rapport aux énormes sommes d'argent qu'ils accumulent dans les paradis fiscaux. Ça veut dire que oui, ce ne sont pas des gens qui ont accumulé leur richesse à la sueur de leur front. Évidemment, docteur Ibaka Nzabana, pendant que vous le dites, je vais proposer un élément à nos téléspectateurs. C'est un extrait de Djibril Bopaka, l'ancien
patron du patronat congolais. Donc c'est quelqu'un qui est resté longtemps à la tête de cette institution, disons, l'organisation des chefs d'entreprise, j'allais dire des opérateurs économiques congolais, et donc qui connaissait très bien la situation économique du Congo et qui pouvait identifier qui est réellement riche par voie légale et qui trichait. Et il parlait de ces nouveaux milliardaires qui sont nés au Congo-Brazzaville, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens issus des familles pauvres qui n'ont jamais eu des parents, comme qui dirait, des familles industrielles, mais qui, en 20 ans, sont devenus des multimilliardaires. En dollars, il faut le dire, parce que il y a, comme aime à le rappeler Clément Mirassa, 5 dignitaires du pouvoir de Brazzaville qui, à eux seuls, détiennent plus de 5 500 milliards. 5 500 milliards de francs CFA. Rien que ces 5-là. Et donc, on va suivre cet élément pour bien comprendre les choses. C'est tout de même le patron, l'ancien patron, paix à son âme, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais écoutez ce qu'il disait. Je suis congolais, hein. Comme eux, sont les Congolais, la plupart, ce sont des petits. Les gens que je suis. Vous les avez vus arriver. Donc, lorsque je vois quelqu'un, c'est grâce au combat politique, il était d'abord locataire, aujourd'hui il devient milliardaire. Il a maintenant des bloodings partout, au vu aussi de tout le monde. Sa famille devient maintenant des vrais hommes, des vraies femmes d'affaires. Il s'en fout de tout. Il est intouchable. Je pense qu'il faut bien situer les choses. Il faut éviter de faire n'importe quoi. Nous sommes dans un pays, il y a une crise, nous devons être responsables. Il y a eu beaucoup de contrôles dans ce pays. Je n'ai jamais eu les résultats. On a parlé avant, non, la présidence, on a eu à détecter le faux. Bon, les fonctions, on a détecté le faux. Les étudiants, on a détecté le faux. Les opérateurs économiques, on a détecté. Mais jamais on a annoncé aux Congolais les personnes faussaires ou ceux qu'on a attrapés dans le faussaire. Alors voilà, donc nous avions là Djibril Bopaka qui dénonçait l'enrichissement illicite et bon, selon certaines langues, il avait été précipité à la mort, mais bon, c'est à vérifier. Mais il y a un autre cas, et je ne sais pas si vous allez aborder cette information où je crois que c'est Alphonse Maboussou, et je pense qu'il sera avec vous, qui nous a révélé que finalement, depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, jusqu'en 2020, je crois, il a dû dilapider plus de 122 000 milliards. 122 000 milliards. Avec cet argent, on pouvait faire du Congo un petit Qatar. Est-ce que vous allez revenir sur ces informations aussi, c'est ça? Mais oui, mais puisque... Avec preuve à l'appui, démontrer comment ils ont dilapidé tout cet argent-là. Le CRC va présenter le documentaire de notre compatriote Alphonse Maboussou qui fait un grand travail de recherche. Et je crois que ça permettra aux entrepreneurs français, aux entrepreneurs occidentaux de venir investir au Congo parce que leurs capitaux ne vont jamais produire des dividendes avec la mauvaise gestion que ce pouvoir a instaurée depuis 1997. Comme il y a l'impunité, personne n'est inquiété. Et les magistrats, et les députés, et les sénateurs nommés, et les ministres, et les hauts fonctionnaires des impôts, du trésor, des douanes,
qui dilapident l'argent doivent se référer à ce qui est en train de se passer au Sénégal, où les poursuites ont déjà commencé. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut, et j'ai cru comprendre que vous allez aussi diffuser un film documentaire, Les Révolutionnaires, c'est bien ça, au cours de cette conférence débat. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de ce... Bon, on peut nous flasher quelques bribes d'informations sur le documentaire. Il portera sur quoi concrètement? Mais avant, évidemment, je voudrais, pour conclure évidemment ce chapitre sur les malversations financières, les crimes économiques et financiers, les crimes humains, il faut rappeler qu'il y a là aussi la complicité d'une élite, d'une partie de l'élite politique française, c'est le cas de le dire, ceux-là qui défilent à Oyo tout le temps pour aller chercher les malles d'argent et qui, en fait, tombent, j'allais dire, sur le coup du recel. En fait, c'est des receleurs. On peut citer comme ça Dominique Strauss-Kahn qui va chercher l'argent à Oyo tout le temps. Il y a Rachida Dati qui partait aussi chercher l'argent à Oyo, Paul Pigas, tout ce monde qui va à Oyo et qui, dans le même temps, quand ils se retrouvent en France, font la leçon de droits de l'homme aux Africains et leçon de démocratie, de bonne gestion, alors qu'il y a une bonne partie, et c'est presque l'élite politique française. Quelques cas d'exception existent, c'est vrai, mais c'est pratiquement ce monde politique qui vient en fait profiter des crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville. Il y a en France aussi des patriotes français, des démocrates français qui sont contre cette politique de la France-Afrique et qui dénoncent ces pratiques. Lorsqu'on parle des juntes militaires qui prennent le pouvoir en Afrique, on parle du Mali, du Burkina, on parle du Niger, mais on ne parle jamais du Tchad, on ne parle jamais du Congo-Brazzaville. Et de moins en moins du Gabon. Eux, ils savent pourquoi. Eux, ils savent pourquoi, et je vais terminer par cette dernière question sur ce volet, bien entendu. C'est la présence dernièrement du président du Sénat français à Brazzaville, Gérard Larcher, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui est allé encenser une dictature comme celle de Brazzaville, une des pires dictatures, je crois, encore sur Terre. C'est la dictature de Brazzaville, le régime Denis Sassou Nguesso. Il est arrivé à Brazzaville en train d'encenser cette dictature. Et c'est à ce moment que les Congolais se disent, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et après, le retour, c'est que de l'autre côté de la France, on va continuer à parler du sentiment anti-français. Et lorsqu'on observe ce genre de comportement, comment les Français peuvent-ils s'imaginer un seul instant un peuple qui est soumis comme ça à la dictature, qui vit comme... En fait, les Congolais sont devenus des esclaves. Il faut rappeler que depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu, nous étions en train de parler des crimes économiques et financiers, des crimes humains, des crimes de masse, des crimes de guerre. Voilà ce qu'est devenu le quotidien des Congolais. Et dans le même temps, il y a des responsables politiques comme ça, français, qui arrivent au Congo-Brazzaville pour venir encenser cette dictature. Et les Congolais regardent. Quel serait donc, selon ceux qui parlent du sentiment anti-français, à quoi s'attendent-ils concrètement? Que les Africains devraient continuer à regarder ou les Congolais doivent continuer à applaudir voilà, ce genre-là? Le problème de le sentiment anti-français, je pense que c'est une mauvaise lecture de la part des dirigeants français
Il faut Oui, un mais État. ils ont instrumentalisé ce concept parce que finalement, ils ne veulent pas reconnaître que c'est eux qui font mal et que tout le monde voit ce qu'ils font. Et lorsqu'on veut demander à cette élite, ou bien, disons, à la France officielle, la vérité c'est ça. Les Africains ne sont pas contre les Français, mais ils sont contre la politique africaine de la France-Afrique particulièrement. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Quand l'archer vient encenser une dictature comme celle-là, c'est parce qu'à la fin, il va repartir avec des mallettes. Tout le monde sait comment ça se passe au Congo. Et Mais après, on va parler d'un sentiment anti-français qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les gens sont contre ces pratiques qui demeurent curieusement malgré ce qui se passe déjà au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais les Français ne semblent pas, en fait je dis l'élite politique française, ne semble pas en tirer des leçons. le ballet des voyageurs politiques en Afrique a toujours lieu au moment où on prépare des élections en France. Aujourd'hui, la France est en pleine campagne électorale pour les élections européennes du 9 juin. Et ça coûte excessivement cher. Donc, ils ont besoin de soutien financier. Et en contrepartie, on présente les dictateurs comme les beaux enfants des droits de Les enfants l'homme, de cœur. les enfants de cœur. Et en retour, ils sont bien servis. Voilà, docteur Iba Kanzabana, nous allons passer à notre dernier volet. Probablement qu'il faut rappeler, bien sûr, à nos téléspectateurs que le 4 mai prochain, le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, organise une conférence débat sur les crimes, des crimes humains, les crimes de sang, comme qui dirait, les crimes économiques et crimes financiers d'une période à une autre au Congo, Brazzaville. Et donc, tout le monde y est invité. Oui, c'est à Rouen, en France. L'entrée est libre, docteur, ou comment ça se passe? Mais oui, mais l'entrée est libre et le CRC est en partenariat avec des associations françaises. Le CRC, il faut bien le préciser, ce n'est pas un parti politique. Le CRC est un rassemblement des citoyens congolais qui veulent en finir avec l'injustice, qui veulent en finir avec la corruption, qui veulent en finir avec l'insécurité, qui veulent en finir avec les coupures intempestives d'eau et d'électricité, qui veulent en finir avec l'absence de soins médicaux dans les centres hospitaliers, qui veulent en finir avec l'école qui est devenue au rabais, qui veulent en finir avec les retards des salaires, des pensions et des bourses des étudiants. Pour cela, ce n'est ni un parti politique, soit-il le PCT, qui peut résoudre ce problème, puisque c'est le PCT, le système PCT, qui est à l'origine de cette crise multidimensionnelle. Donc, c'est en coordination avec les autres associations citoyennes françaises, congolaises, africaines, que la manifestation, la conférence débat du 4 mai 2024 aura lieu à Rouen. Et est-ce qu'on connaît déjà, le lieu? C'est où concrètement? Vous avez déjà une idée sur l'adresse pour ceux qui voudront se joindre à vous?
Mais c'est à la maison des associations de Rouen, dans le quartier de la préfecture, et à l'arrêt Pasteur. Et nous avons tenu la semaine passée une première journée, et je pense que le 4, la mobilisation sera très forte. Parce Ok, ben, que alors, oui, s'il n'y a plus rien à dire sur ce volet, on peut passer à un autre, je docteur. vous en prie. Merci. Alors, tout à l'heure, nous disions donc, pour rappeler, revenu donc aux affaires par coup d'État militaire en 1997, Denis Sassou Nguesso, c'est beaucoup plus illustré par, évidemment, la violation répétée, s'il faut le dire, de la Constitution congolaise au point d'en proposer une nouvelle au prix de sang, et nous l'avons dit tout à l'heure. Il ne s'arrête pas là, évidemment, lorsqu'il change la Constitution, en réalité, c'était pour demeurer à vie au pouvoir. Et maintenant qu'il se rend probablement compte qu'il est au soir, évidemment, de son pouvoir, parce que dans tous les cas, les signes sont là, hein, précurseurs, il décide finalement de livrer le Congo aux étrangers, de vendre une bonne partie du territoire congolais au Rwanda, 980 km², c'est beaucoup, c'est 4 fois plus grand que Brazzaville. Comme qui dirait, le criminel revient toujours sur la scène de crime. Donc après avoir violé la constitution de 2002, du 20 janvier 2002, pour changer la constitution et se maintenir au pouvoir, cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso a violé flagramment la constitution, la toute nouvelle, pourtant taillée sur mesure, pour céder les terres congolaises au Rwanda. Alors, d'aucuns parlent d'une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville. Votre première lecture sur ces accords illégaux de cession des terres du Congo au Rwanda. Et pour ceux les Congolais ont eu le temps de lire et de relire la Constitution, il est bien stipulé la méthodologie à suivre pour les accords internationaux. C'est soit par la volonté populaire référendaire, soit par la ratification au niveau du Parlement. Ni l'une ni l'autre méthode n'a été prise en compte, ce qui veut dire que ces accords sont nuls et de nul effet. Oui, mais docteur, lorsque vous dites ces accords d'un point de vue du droit international. Oui, mais là, déjà, ils sont sur le terrain et les activités ont commencé. Même si on continue à crier nul est fait, mais là, voilà, les accords sont mis en œuvre. Les accords sont mis en œuvre par qui? Par les deux parties. Est-ce que c'est par ceux qui ont la souveraineté de notre peuple ou bien par ceux qui ont usurpé le pouvoir? Est-ce que vous êtes en train de vouloir dire, docteur, que finalement, même s'ils ont mis ces accords en œuvre, puisque c'est ce qu'on a entendu, hein, les expériences ont commencé, les zones ont été identifiées et cédées, on a parlé de 980 km², est-ce que vous êtes en train de nous dire que malgré cela, les Congolais ont le dernier mot? C'est ça? Malgré la peur qui est en train de ralentir le mouvement de résistance à l'intérieur du pays, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit au centre du pays, les Congolais aujourd'hui savent maintenant
ce que ces accords veulent dire. C'est l'extinction dans les 50 prochaines années du Congo. Parce que qu'ils soient installés à Maluku, qu'ils soient installés à Yamba, qu'ils soient installés à Dolisie, et dernièrement, les Rwandais sont arrivés dans le pool vers Minduli, mais le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Plus on va dans la déconfiture, plus le peuple est en train de se rendre compte que le pays est en train d'être bradé aux Rwandais. Sur les réseaux sociaux circulent beaucoup de vidéos. De un, au sein même du Rwanda, entre Tutsi, Tswa et Hutu. À l'est de la RDC, l'occupation du nord et du sud Kivu. Maintenant, c'est du côté à l'ouest de la RDC. Mais c'est pour prendre la RDC en étau. C'est pour les prendre en tenaille, comme vous le dites. Donc, moi, je pense que au fur et à mesure que les Congolais découvrent la vérité, le sentiment de résistance ne fait qu'augmenter. Tout à l'heure, vous étiez en train de rappeler un certain nombre d'articles que je veux faire donc le devoir de rappeler. C'est toujours bien de le rappeler à nos téléspectateurs. L'article 219 de la nouvelle constitution du Congo-Brazzaville, la constitution du 6 novembre 2015, stipule « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire. Les valables sont le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. » Alors, docteur Alexandre Ibakanzabana, nous savons que l'État est constitué d'un peuple, d'un gouvernement et d'un territoire. Et il se trouve que finalement, là, on est en train de perdre un élément de l'État, qui est le territoire. Et cela porte également sur la souveraineté de l'État congolais et l'insécurité que cela va créer au Congo-Brazzaville. Et pour ce faire, avant de vous poser la question, j'ai un autre article qu'il faut peut-être aussi rappeler, c'est l'article 44 de la Constitution congolaise du 6 novembre plutôt 2015, qui dit « Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. » Ici, nous sommes en train de perdre, le Congo est en train de perdre ses moyens d'existence. La terre, mais à côté des accords sur la cession des terres, il y a aussi des accords sur l'exploitation minière. Ma question, que doivent faire les Congolais avant que le pire n'arrive? Quand on est face à un régime qui ne respecte plus la loi, qui viole la loi fondamentale, cette loi qu'on a imposée par le sang aux Congolais, que doivent faire les Congolais? Merci beaucoup pour cette question, M. Christian Perrin. Et
Et je pense qu'il y a un penseur, un dirigeant africain qui a dit « On ne peut s'apitoyer sur le sort d'un esclave qui ne veut pas se libérer. » Les Congolais, au niveau des travailleurs, ont des retards de paiement de salaire. Les retraités ont des retards au niveau des pensions. Jusqu'à plus de pratiquement 50 mois de pension impayée. Les étudiants, ce n'est pas la peine, et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'eau et l'électricité sont devenus des denrées rares. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Dans les établissements scolaires, universitaires, même pour un pays de 342 000 km², où la forêt est en abondance, il manque de tables bancs. Mais si avec tous ces éléments, les Congolais n'arrivent pas à dire halte là. Et aujourd'hui, on a franchi le Rubicon en vendant la terre. Moi, j'ai des documents de la colonisation. Les documents de la colonisation qui disent quoi concrètement? Les entreprises qui étaient installées au Congo, CIB et autres, n'ont jamais acheté de terres au Congo. J'ai ces documents ici. Mais si nos ancêtres avaient vendu les terres aux Français, aujourd'hui le Congo n'existerait plus. Mais c'est à cause de ça qu'il y a eu des résistances. Mais si les Congolais d'aujourd'hui n'ont pas le courage de défendre les terres que nous ont léguées nos ancêtres communs, mais nous partons vers la perdition. Donc c'est un problème de vie ou de mort. Comme disait un leader, ceux qui vont mourir et ceux qui vont rester vont rester. Mais la terre là, la terre de Mabiala Manganga, la terre de Fouébé, la foire de Ndombe, ceux qui se sont battus, les Matsoa André, les Diawara, les Kinganga, les Marien Wabi, les Massamba Deba, les cardinals, leur sang n'a pas été versé pour rien. Il faut que les Congolais apprennent l'histoire de notre pays. Il y a eu la résistance hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Il y a eu la résistance hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, et donc les Congolais sont appelés à résister contre la cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda et, comme disent les Burkinabés, vaincre ou mourir. Et pour la terre, évidemment, il y a lieu que les Congolais prennent conscience avant que le pire ne s'installe au Congo-Brazzaville. Et là, c'est la toute dernière question que je veux vous poser, c'est par là que nous allons évidemment terminer. C'est que tout compte fait, c'est 1300 km² qui ont été cédés et on a déjà identifié 980 km qui ont été déjà cédés et les Rwandais eux-mêmes l'ont dit, hein, c'est devenu nos terres, c'est leur terre désormais. Et donc il reste une autre partie qu'on va donner aux Rwandais. Alors ma question ici, c'est que nous voyons, et tout à l'heure vous l'avez appelé, la situation à l'est de la RDC.
là où sévit le M23, et l'ONU officiellement a déclaré le M23, c'est un bras armé du Rwanda, donc le Rwanda qui agresse la RDC. Et nous savons que en 2 décennies, je peux me tromper, mais ce sont là des chiffres avancés que nous avons aussi essayé de glaner sur les sites officiels. On parle de plus de 10 millions de victimes en 2 décennies. Plus de 10 millions de victimes. Certains parlent de 18 millions, mais restons sur la moyenne. Plus de 10 millions de victimes déjà. Alors j'imagine quand les Rwandais vont s'installer au Congo-Brazzaville, avec soit bail amphithéotique, après on nous dit c'est une autorisation provisoire d'occuper. Bref, qu'à cela ne tienne, ça va s'étendre sur 20 ans renouvelables autant de fois. Et si c'est un bail amphithéotique, c'est jusqu'à 99 ans renouvelables. Donc on suppose que ces terres seront occupées par les Rwandais pendant plus de 100 ans. Et le jour où les Congolais vont chercher à les récupérer, et tout partira de là. Peut-être même avant, puisque au Congo-Brazzaville, comme l'a rappelé d'ailleurs sur notre plateau Clément Mirassa, il y a près de 8000 Rwandais Hutus. Donc, il peut arriver qu'ils se retrouvent sur le territoire congolais et que les affrontements reprennent. Et j'imagine, s'ils ont fait déjà plus de 10 millions de victimes en 2 décennies en RDC, nous sommes à tout casser. Bon, c'est ce qu'on nous a dit, ce sont les nouvelles statistiques, 6 millions de Congolais. J'imagine en combien de temps on va nous finir. Quel est le message à passer en dernier lieu pour conclure? Le message des informations que je viens de rappeler. Le message que je veux passer est l'esprit de résistance que Lumumba a inculqué à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, à l'Est, le Rwanda n'a pas pu occuper cette partie de la RDC, c'est parce que il y a les Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont les résistants, les anciens lumumbistes. C'est une résistance armée alors? C'est une résistance, c'est pas les forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est une résistance armée populaire, paysanne. Si c'était seulement l'armée régulière, je pense que le Rwanda, il y a longtemps qu'ils auraient occupé cette partie de la RDC. Mais comme disait Mao, les Wazalendo sont comme les poissons dans l'eau, il est difficile de pouvoir éradiquer cette force populaire. Et nous sommes tous les yeux braqués sur les réseaux sociaux. Nous suivons les déclarations de Wazalendo jusqu'à ce que le président Tshisekedi est arrivé il y a quelques jours à recevoir une délégation de Wazalendo à Kinshasa. Et il a promis de leur fournir du ravitaillement militaire. Parce qu'il s'est rendu compte que ceux qui s'opposent sur le terrain aux Rwandais par M23 interposé. Donc, comme chez nous aussi, la jeunesse a compris. Ce n'est pas seulement à Yamba, à Maluku, à Mindouli, à Dolizy, où ils veulent prendre l'aéroport
la zone de l'aéroport, mais c'est pour servir Le pont aérien avec... pour servir de pont aérien. Nous savons de quoi nous parlons. Donc, la résistance doit être populaire. Sur les 12 départements du pays, ce n'est pas seulement là où les Rwandais sont en train de s'installer. Parce que quand la maison du voisin brûle, il faut s'attendre qu'après le voisin, ce sera votre tour. Et je pense que le message du CRC passe très bien et que nous avons espoir que notre peuple a le sang de nos héros, les Mabiala Manganga, les Fwebe, les Ndombe, les Jawara, les Ikoko. Toute cette génération nous a légué les moyens de la résistance. Et comme nous sommes arrivés au bout du mur, je pense que la peur doit changer de camp. Et si aujourd'hui, il y a des partisans du PCT d'hier qui arrivent maintenant à s'exprimer pour dire ce qu'eux, ils avaient fait contre le président Pascal Lissouba, d'avoir créé l'insécurité dans le pays pour permettre au système PCT de revenir au pouvoir. Et les Congolais savent ce qu'ils doivent faire maintenant. Merci, Dr Alex Ibaka Nzabana, d'avoir été avec nous. Je retiens finalement que si le régime Sassou Nguesso ne recule pas sur ces accords illégaux de cession des terres arables du Congo au Rwanda, le peuple congolais sera en droit de résister, y compris par la force. Et c'est reconnu par les textes internationaux. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est par là que nous mettons terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Vérifiez bien. Après avoir, bien entendu, partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission et faites-nous des propositions de sujets, mais aussi des angles de traitement des informations telles que vous le souhaitez. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.